Qu'est-ce qui peut pousser une mère à se séparer de ses 7 fils? Et quel genre d'homme accepterait de les accueillir tous sans même les connaître? Ce récit dépasse la simple chronique d'une misère humaine. Il raconte comment un acte de bonté inattendu peut rebâtir une vie entière, et ce qui advient lorsque les sentiments s'enracinent plus profondément que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Le vent d'hiver, mordant et impitoyable, balayait les vastes plaines des hautes terres. Antoine Valmont se tenait immobile sous le porche de sa vaste demeure. À 45 ans, les sillons profonds qui marquaient son visage tanné par les éléments racontaient une histoire de lutte silencieuse et de solitude. 10 années s'étaient écoulées depuis la mort de son épouse, Cécile, le laissant seul maître de ce domaine de plusieurs centaines d'hectares qu'ils avaient bâti ensemble, pierre par pierre. Si le domaine de Valmont prospérait sous sa main de fer, la grande maison résonnait chaque soir d'un vide assourdissant. « Encore un jour qui s'achève », murmura-t-il en resserrant le col de son manteau. Nous étions en 1885, et la vie sur ce territoire sauvage exigeait une vigilance de chaque instant. Le bétail réclamait des soins constants, les clôtures cédaient sous le poids des saisons, et l'hiver qui s'annonçait promettait d'être brutal. Ce dont il avait besoin, c'était de bras pour travailler la terre, mais la main-d'œuvre fiable se faisait rare dans la région. Antoine sella son étalon bai et prit la direction du bourg. Val-des-Sources n'était qu'un modeste hameau, une vingtaine de bâtisses en bois alignés le long d'une grande rue poussiéreuse, mais c'était là que les éleveurs convergeaient pour les nouvelles et l'approvisionnement. En attachant sa monture devant l'épicerie générale, Antoine remarqua une agitation inhabituelle un peu plus loin. Une foule compacte encerclait une femme et une ribambelle d'enfants. La femme, à la silhouette frêle et au regard désespéré, se tenait là avec 7 garçons dont les âges s'étalaient de 5 à 17 ans. Tous portaient des vêtements reprisés, bien trop légers pour affronter la morsure du froid. « Que se passe-t-il ici » demanda Antoine à Paul, le forgeron du village. « C'est Marie Lefebvre » répondit l'homme à voix basse. Son mari a péri dans un effondrement à la mine au printemps dernier. Elle se bat depuis, mais elle est à bout. Elle propose de placer ses garçons chez quiconque voudra bien les prendre. Elle dit qu'elle ne peut plus les nourrir. Antoine fronça les sourcils, révolté. Les placer, c'est quasiment les vendre comme du bétail. Les temps sont durs, les choix le sont aussi, rétorqua Paul avec un haussement d'épaules fataliste. Elle espère leur trouver une place comme valet de ferme ou apprenti. C'est mieux que de les voir mourir de faim, j'imagine. Antoine observa Marie qui implorait les habitants. Sa voix, portée par le vent glacé, brisait le cœur. « Je vous en prie, ce sont de bons garçons, travailleurs. Ils ont juste besoin d'un toit et d'un peu de pain. Je ne peux plus subvenir à leurs besoins. » L'aîné se tenait droit comme un i, la mâchoire serrée, le regard fixé sur l'horizon, sa fierté d'adolescent livrant bataille contre la honte qui empourprait ses joues. Le plus jeune s'accrochait désespérément aux jupes de sa mère, confus et effrayé. « Personne ne voudra des 7, lança une voix anonyme dans la foule. Peut-être les grands, mais pas les petits. Ce ne sont que des bouches à nourrir. Ils doivent rester ensemble, insista Marie, bien que sa voix tremblât. Ce sont des frères. Antoine s'avança avant même d'avoir pu écouter la voix de la raison. Je les prends. La foule s'écarta dans un murmure. Marie se tourna vers lui, l'incrédulité marquant ses yeux rougis par les larmes. « Les 7 » demanda-t-elle, un mélange d'espoir fou et de détresse dans la voix. « Mon domaine a besoin de bras, » déclara Antoine sobrement. « Et ces garçons ont besoin de manger. Cela me semble être un arrangement équitable. » L'aîné fit un pas en avant. « Je suis Jacques, » dit-il en tendant la main avec une formalité surprenante pour son âge. Voici mes frères, Guillaume, Henri, Charles, Édouard, Robert et le petit Joseph. Antoine serra la main du jeune homme, notant la corne qui durcissait déjà sa paume malgré sa jeunesse. Antoine Valmont, j'ai un grand domaine à 1 lieue d'ici, vers l'est. Le travail y est dur, mais la nourriture ne manque pas. Les épaules de Marie s'affaissèrent de soulagement, mais les larmes coulèrent librement alors qu'elle s'agenouillait pour étreindre Joseph. « Vous serez sage pour monsieur Valmont, n'est-ce pas, vous tous ?»« Et vous, madame »
demanda Antoine en la regardant chuchoter ses adieux à chaque fils. Je trouverai de l'ouvrage au village, dit-elle, bien que l'incertitude voilât son regard. Comme blanchisseuse ou cuisinière peut-être. Antoine contempla les 7 garçons, puis posa son regard sur leur mère. Quelque chose dans cette détresse digne lui rappelait Cécile aux premières heures difficiles de leur installation dans ces terres hostiles. « Il me faut aussi une gouvernante ?» lâcha-t-il d'un ton bourru pour masquer son trouble. « Je ne peux pas laisser ces garçons vivre comme des sauvages sans éducation. » Marie releva brusquement la tête, stupéfaite. « Monsieur ? Il y a une petite maison près du bâtiment principal. C'était pour le régisseur, mais il est parti à l'automne. Vous et les plus jeunes pourrez y loger. Les grands iront au dortoir des ouvriers. »« Vous m'emmèneriez aussi ?» chuchota Marie, n'osant y croire. « Une famille doit rester unie, » répondit Antoine, mal à l'aise face à l'intensité de son regard. « Et puis, 7 garçons ont besoin de leur mère. » Alors qu'ils chargeaient leur maigre possession dans le chariot d'Antoine, le Benjamin tira sur la robe usée de sa mère. « On va être bien maintenant, maman ?» Marie regarda Antoine, qui aidait Jacques à arrimer les bagages avec des gestes sûrs. « Je crois que oui, Joseph, » dit-elle doucement. « Je crois que oui. » Le chariot s'ébranla en grinçant, s'éloignant de Val-des-Sources, emportant la famille Lefebvre vers un avenir incertain au domaine Valmont. Antoine, assis bien droit sur le siège du conducteur, se demandait ce que Cécile aurait pensé de cette décision impulsive. Alors que le vent se levait à nouveau, il crut presque entendre son rire dans la brise, approuvant ce moment de folie passagère. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les volets de la maison du régisseur lorsque Marie s'éveilla. Après 2 semaines au domaine, il lui fallait encore un instant, chaque matin, pour se souvenir d'où elle était et pourquoi. La cabane était modeste mais solide. Une pièce principale chauffée par un poêle en fonte, une chambre exiguë où elle dormait avec Joseph et Robert, et une mezzanine où Édouard et Charles avaient installé leur paillasse. Elle se glissa hors de la vieille courtepointe, attentive à ne pas réveiller les enfants, et raviva les braises mourantes dans le poêle. Ce matin de décembre était glacial, son souffle formant de petits nuages de buée alors qu'elle s'activait. Par la fenêtre, elle apercevait la maison principale où Antoine vivait seul. Une fumée grise s'élevait déjà de la cheminée. L'homme se levait avant l'aube, une habitude forgée par des décennies de labeur. Marie resserra son châle sur ses épaules et commença à préparer le petit déjeuner. Le garde-manger était bien garni, un luxe qu'elle n'avait plus connu depuis des années. Tout en travaillant, elle réfléchissait à l'étrange tournant qu'avait pris sa vie. Antoine Valmont restait un mystère pour elle. Bourru et taciturne, il parlait peu, mais ses actes trahissaient une bonté qu'il semblait réticent à admettre. Dehors, elle entendit les pas de Jacques et Guillaume se dirigeant vers l'étable. Ses fils aînés s'étaient adaptés au travail du ranch avec une rapidité déconcertante, gagnant l'approbation silencieuse du maître des lieux par leur volonté d'apprendre. À 17 et 15 ans, ils devenaient des hommes, leur charpente s'épaississant de jour en jour grâce aux repas réguliers et à l'effort physique. « Maman !» appela la voix ensommeillée de Joseph depuis l'encadrement de la chambre. À 5 ans, il avait encore du mal à s'habituer à ce nouvel environnement. « Viens là, mon petit !» sourit Marie en le hissant sur sa hanche. « On prépare le déjeuner pour tes frères ?» Lorsque la table fut mise, tous ses fils, à l'exception des 2 aînés, étaient réunis. Charles, 12 ans, et l'esprit sérieux, expliquait quelque chose à Édouard, 10 ans, tandis que Robert, 8 ans, tentait d'apprendre un jeu de main au petit Joseph. On frappa à la porte, interrompant le brouhaha joyeux. Antoine se tenait sur le seuil, sa haute stature remplissant l'encadrement, laissant entrer un courant d'air froid. « Bonjour, dit-il maladroitement. Je passais juste voir si les garçons étaient prêts pour les corvées. »« Ils terminent leur déjeuner, répondit Marie en essuyant ses mains sur son tablier. Voulez-vous vous joindre à nous, monsieur Valmont ? Antoine hésita, son regard fuyant vers la table encombrée où s'entassait cette vie bruyante qu'il ne connaissait plus. « J'ai déjà mangé, madame, mais merci. »« Dépêchez-vous, les enfants, pressa doucement Marie. Monsieur Valmont a besoin de votre aide aujourd'hui. » Charles hocha la tête solennellement.
Oui, maman, Monsieur Valmont m'apprend à réparer les clôtures aujourd'hui. Et moi j'aide avec les poules, annonça fièrement Robert. L'expression d'Antoine s'adoucit imperceptiblement. Édouard vient avec moi vérifier le troupeau de l'Ouest. Nous rentrerons peut-être tard. Marie acquiesça, dissimulant l'inquiétude qui lui serrait le cœur. Les pâturages de l'Ouest bordaient les terres sauvages, et les tempêtes de neige pouvaient surgir sans avertissement en cette saison. Je garderai le souper au chaud. Alors que les garçons avalaient leur dernière bouchée et se dispersaient vers leurs tâches assignées, Marie commença à débarrasser. Par la fenêtre, elle observa Antoine avec Édouard. Il montrait patiemment aux garçons comment sceller correctement un cheval. Il y avait une douceur insoupçonnée dans ses gestes qui contredisait ses manières rudes, une patience qui éveilla en elle une curiosité nouvelle. Marie acquiesça, dissimulant l'inquiétude qui lui nouait l'estomac. Les pâturages de l'Ouest bordaient une région sauvage, et en décembre, les tempêtes de neige s'abattaient sur la plaine avec la brutalité d'un prédateur. « Je garderai le souper au chaud, promit-elle. Tandis que les garçons terminaient leur repas et se dispersaient vers leurs tâches respectives, Marie s'attela au rangement. Par la fenêtre, son regard s'attarda sur Antoine et Édouard. L'homme montrait patiemment aux garçons comment sangler correctement une selle. Il y avait dans ses gestes une douceur qui démentait sa rudesse apparente, une précision bienveillante qui toucha Marie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle étendait le linge, elle aperçut Antoine revenant seul vers l'écurie. Piquée par la curiosité et une pointe d'angoisse, elle traversa la cour. « Monsieur Valmont » appela-t-elle en approchant. « Tout va bien ? Où est Édouard » Antoine se retourna, visiblement surpris de la voir là. « Il est avec Jacques. Il apprend à repérer les signes de maladie sur le bétail. » Il marqua une pause, semblant débattre intérieurement. « Madame Lefebvre, pourrais-je vous dire un mot ?» Marie hocha la tête et le suivit dans la relative tiédeur de l'écurie. L'odeur familière du foin coupé et du cuir imprégnait l'air. Antoine s'adossa à la porte d'un box, cherchant ses mots. « Je pensais à l'éducation des garçons, finit-il par dire. L'hiver s'installe et le travail au ranch va ralentir. Ils devraient apprendre à lire et à compter. » Les joues de Marie s'empourprèrent de honte. « J'ai essayé de leur enseigner ce que je pouvais, mais ces dernières années... » Sa voix s'éteignit. « Ce n'est pas votre faute, » trancha Antoine avec fermeté. « Les temps ont été durs. Il y a une école au bourg, à Val-des-Sources, mais c'est à 2 lieues d'ici. Jacques ou moi pourrions y emmener les plus jeunes en carriole quand le temps le permet. » Marie le fixa, stupéfaite. « Vous feriez cela ?» Antoine haussa les épaules, mal à l'aise. Les garçons ont besoin d'instruction autant que de labeur. Ma Cécile était institutrice avant notre mariage. Elle me hanterait si je laissais des enfants grandir sous mon toit sans savoir leurs lettres. Votre femme semblait être une personne remarquable, dit doucement Marie. Quelque chose changea sur le visage d'Antoine. Une brève lueur de douleur ancienne, vite masquée par sa retenue habituelle. Elle l'était, dit-il simplement. Il s'éclaircit la gorge. J'ai retrouvé certains de ces livres dans le grenier, des abécédaires et des manuels d'histoire. J'ai pensé que vous pourriez peut-être les utiliser avec les garçons le soir. Je vous en serais reconnaissante, répondit Marie. Infiniment reconnaissante. Antoine opina sèchement et fit mine de partir, puis s'arrêta. Madame Lefebvre, est-ce que vous et les garçons êtes confortablement installés ? Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Marie songea à la cabane chauffée, au garde-manger plein, à la sécurité dont jouissaient désormais ses fils. Nous avons tout ce qu'il nous faut, monsieur Valmont, plus que nous n'avons eu depuis très longtemps. Ce soir-là, après que les plus jeunes se furent endormis, Marie s'assit près du poêle, reprisant des chaussettes à la lueur de la lampe à huile. Un coup discret à la porte la fit sursauter. En ouvrant, elle trouva Antoine, debout maladroitement sous le porche, une caisse en bois dans les bras. « Les livres de Cécile » expliqua-t-il en déposant la caisse sur la table. « Je me suis dit que vous voudriez peut-être les feuilleter ce soir. » Marie sortit un manuel de lecture de la caisse
caressant du bout des doigts la couverture en cuir embossée. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Antoine hocha la tête, ses yeux croisant brièvement les siens avant de se détourner. « Bonne nuit, Madame Lefebvre. »« Marie, » dit-elle soudainement, « s'il vous plaît, appelez-moi Marie. » Antoine s'immobilisa dans l'encadrement de la porte, l'air glacial de la nuit tourbillonnant autour de lui. « Bonne nuit, Marie, » dit-il doucement avant de disparaître dans l'obscurité. Marie resta longtemps sur le seuil après son départ, regardant sa silhouette s'effacer vers la maison principale, s'interrogeant sur cet homme qui avait sauvé sa famille tout en s'efforçant de rester si distant. Janvier apporta de lourdes chutes de neige sur le domaine Valmont, transformant le paysage en une vaste immensité blanche et silencieuse. Le travail changea avec la saison. Moins de chevauchées, plus de tâches intérieures et une lutte constante contre les éléments. Antoine dut admettre que la présence des garçons rendait l'hiver plus supportable. Jacques et Guillaume se révélaient précieux pour le soin du bétail, tandis que Charles montrait une aptitude surprenante pour la menuiserie, aidant Antoine à réparer outils et mobilier dans l'atelier. Ce qu'Antoine n'avait pas anticipé, c'était la métamorphose de l'ambiance au domaine. Durant des années, il avait vécu dans le silence, ne parlant que par nécessité aux ouvriers de passage. Désormais, la propriété bourdonnait de vie. Des rires s'échappaient de la maison du régisseur, les garçons s'interpellaient à travers la cour, et Marie apportait une présence qui le troublait d'une manière qu'il ne savait définir. Un soir, alors qu'une tempête de neige hurlait au dehors, Antoine était assis à sa table de cuisine, réparant un harnais. On frappa à la porte, le tirant de sa concentration. Marie se tenait là, un châle poudré de neige sur les épaules, tenant un plat couvert. « J'espère ne pas déranger », dit-elle en hésitant sur le seuil. « J'ai apporté un ragoût. J'ai pensé que vous apprécieriez un repas chaud par une nuit pareille. » Antoine s'écarta pour la laisser entrer. « Merci, c'est très aimable à vous. » Marie posa le plat sur la table, laissant son regard parcourir la cuisine. Bien que propre, la pièce possédait l'austérité des lieux utilisés par nécessité plutôt que pour le confort. Aucun rideau n'adoucissait les fenêtres, aucun bibelot n'égayait les étagères. « Comment les garçons s'en sortent-ils avec leurs leçons ?» demanda Antoine, gêné par cet examen silencieux. Le visage de Marie s'illumina. « Merveilleusement bien. Joseph reconnaît déjà ses lettres, et la lecture de Robert s'est considérablement améliorée. Même Jacques et Guillaume s'intéressent aux livres d'histoire. » Antoine hocha la tête, satisfait. Cécile aurait aimé leur enseigner. Elle a toujours voulu des enfants. Les mots lui avaient échappé avant qu'il ne puisse les retenir. Il parlait rarement de Cécile, et encore moins des rêves partagés qui étaient morts avec elle. L'expression de Marie s'adoucit. « Puis je vous demandais ce qui est arrivé à votre épouse ?» Antoine fixa le cuir du harnais entre ses mains. 10 ans avaient passé, et pourtant la douleur le surprenait encore par moments. « La fièvre, » dit-il finalement. Une terrible fièvre a balayé la région. J'étais parti livrer du bétail au fort, plus au nord. Le temps que je revienne, elle était partie. « Je suis tellement désolé, » murmura Marie. « Nous étions jeunes quand nous sommes arrivés ici, » poursuivit Antoine, s'étonnant lui-même de sa confidence. Juste 2 rêveurs avec plus de courage que de bon sens. Cette terre était sauvage alors, à peine colonisée. Mais Cécile ne s'est jamais plainte, pas même durant ce premier hiver brutal. Marie s'assit face à lui. Mon Julien était comme ça, toujours à regarder vers l'avant, ne s'attardant jamais sur les épreuves. Même quand le travail à la mine devenait insupportable, il gardait espoir. L'accident, dit Antoine. Que s'est-il passé ? Les mains de Marie se tordirent sur ses genoux. Un effondrement. Julien et 3 autres se sont retrouvés piégés. Le temps que les secours arrivent, elle prit une inspiration tremblante pour se reprendre. Après, j'ai essayé de maintenir notre petite ferme à flot, mais sans lui, les dettes se sont accumulées. Puis la sécheresse est arrivée. Antoine se surprit à tendre le bras à travers la table. Sa main calleuse recouvrit brièvement la sienne. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vos garçons en sont la preuve vivante. Ils sont forts, honnêtes, bien élevés.
J'ai failli les perdre, chuchota Marie, la voix brisée. Quand je me suis tenue sur cette place du village, offrant mes enfants comme une marchandise, j'ai senti que j'avais totalement échoué en tant que mère. Vous les avez sauvés, répliqua Antoine avec fermeté, et ils le savent. Jacques m'a raconté comment vous vous priviez de nourriture pour qu'ils puissent manger. Comment vous marchiez des lieux pour trouver de l'ouvrage dans les fermes voisines. Marie leva les yeux, surprise. Jacques vous a dit ça? Antoine acquiesça. Ce garçon vous admire plus que vous ne le pensez. Tous vous admirent. Le silence qui suivit n'avait rien de pesant. Dehors, le vent hurlait, faisant trembler les vitres dans leur cadre. Mais à l'intérieur, une chaleur différente de celle du poêle commençait doucement à emplir la pièce. « Je devrais retourner auprès des petits, » dit finalement Marie en se levant. « Ils vont finir par se demander où je suis passé. » Antoine la raccompagna jusqu'à la porte. « Merci pour le ragoût. » Marie s'arrêta, la main posée sur le chambranle. « Antoine, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Vous avez sauvé ma famille. Je ne sais pas si je vous ai remercié comme il se doit pour cela. » « Pas besoin de remerciements, » répondit-il d'un ton bourru. « Ce domaine avait besoin de bras et vous aviez besoin d'un toit. C'est un arrangement simple. » Le sourire de Marie lui fit comprendre qu'elle n'était pas dupe de sa façade. Simple peut-être, mais pour nous, cela tient du miracle. Après son départ, Antoine resta longtemps assis à sa table, le ragoût refroidissant devant lui, songeant aux familles perdues et à celles improbables que l'on retrouve parfois. La tempête fit rage 3 jours durant, confinant chacun dans son logis. Lorsque le ciel se dégagea enfin, le ranch gisait sous des congères plus hautes qu'un homme. Antoine se leva aux aurores pour entamer la tâche ardue de dégager les chemins vers l'étable et les dépendances. Il fut surpris de trouver Jacques et Guillaume déjà à l'œuvre, pelle en main, leur souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. « On s'est dit que vous auriez besoin d'un coup de main, monsieur Valmont, » lança Jacques en s'appuyant sur le manche de son outil. « C'est apprécié, » répondit Antoine en saisissant sa propre pelle sous le porche. Neige ou pas, les bêtes doivent manger. Ils travaillèrent dans un silence complice, taillant un passage à travers la neige. Lorsqu'ils atteignirent la grange principale, ils découvrirent que plusieurs poutres de la toiture gémissaient sous le poids accumulé. « Il faut déblayer ça avant que tout ne s'effondre, » dit Antoine en examinant la charpente avec inquiétude. « Mais c'est dangereux par ce temps. » Jacques étudia la situation. « Si Guillaume et moi montions par le grenier à foin, on pourrait pousser la neige depuis le haut pendant que vous étayiez les poutres d'en bas. » Antoine hésita, réticent à mettre les garçons en danger. « Je ne sais pas. »« On a déjà fait ce genre de travail, » ajouta Guillaume. « Notre père nous a appris à couvrir les toits quand on était plus jeunes. » Antoine perçut la fierté dans leur voix. C'étaient des jeunes hommes impatients de prouver leur valeur. « D'accord, » concéda-t-il, « mais soyez prudents. Votre mère me ferait la peau s'il vous arrivait quoi que ce soit. » Tandis qu'il s'acharnait à sauver la grange, Antoine fut impressionné par l'ingéniosité et la détermination des garçons. Ils bougeaient avec la coordination instinctive de frères ayant appris à compter l'un sur l'autre dans l'adversité. À la mi-journée, le danger était écarté. Le toit était déblayé et temporairement renforcé en attendant les réparations définitives. « Vous avez fait du beau travail aujourd'hui, » dit Antoine alors qu'il revenait péniblement vers les maisons. « Du très beau travail. » Ce simple éloge fit naître des sourires sur leurs visages, des sourires qui rappelèrent à Antoine celui de leur mère. Il réalisa en sursaut que le visage de Marie lui venait désormais facilement à l'esprit. Son expression quand elle riait, la ligne déterminée de sa mâchoire face aux tâches difficiles. Quelque part, au cours des derniers mois, elle avait cessé d'être simplement Madame Lefèvre dans ses pensées pour devenir Marie, une femme d'une force et d'une grâce remarquables. Alors qu'ils approchaient de la cabane, Marie sortit, Joseph emmitouflé dans ses bras, le visage anxieux, jusqu'à ce qu'elle les aperçoive. « Dieu merci » s'écria-t-elle, je commençais à m'inquiéter. « Le toit de la grange avait besoin d'être dégagé » expliqua Antoine. « Vos filles ont empêché qu'il ne s'écroule. » Le sourire fier que Marie adressa à ses fils réchauffa quelque chose en Antoine qui était resté froid depuis bien trop longtemps.
Entrez, les invita-t-elle. Le café est chaud et la marmite mijote. Antoine accepta sans la moindre hésitation, suivant cette famille recomposée dans leur petite cabane chaleureuse, se demandant à quel moment précis cet endroit avait commencé à ressembler davantage à un foyer que sa propre maison vide. Le printemps arriva sur les hautes terres avec son inconstance habituelle. Un soleil radieux un jour, une pluie verglaçante le lendemain. La terre émergea progressivement de son manteau blanc, révélant des champs boueux et les premières pousses vertes timides. Pour Antoine, le printemps avait toujours été synonyme d'un mélange d'anticipation et de souvenirs. C'était au printemps qu'il était arrivé avec Cécile sur ce qui deviendrait le domaine Valmont, le cœur plein de rêves. Cette année pourtant, la sensation était différente. Alors qu'il longeait la limite est de la propriété pour vérifier les clôtures endommagées par l'hiver, Antoine réalisa qu'il regardait vers l'avenir plutôt que vers le passé. Le ranch renaissait, non seulement par le renouveau saisonnier de la terre, mais par l'énergie humaine qui l'habitait. Au loin, il apercevait Charles et Édouard réparant une section de barrière, tête baissée, concentrés. Les garçons avaient grandi durant l'hiver, gagnant en hauteur mais surtout en assurance. Même le petit Joseph, qui se cachait autrefois dans les jupes de sa mère, suivait maintenant Antoine dans la cour de la ferme, le bombardant de questions auxquelles l'homme se surprenait à répondre avec patience. En s'approchant des garçons au travail, Antoine les entendit discuter d'un projet de potager derrière la maison du régisseur. « Maman dit qu'on devrait planter des pommes de terre et des carottes en premier, » disait Charles. « Elle supporte le froid s'il y a encore une gelée. »« Monsieur Valmont » appela Édouard en le voyant. « Charles dit qu'on pourrait faire pousser des citrouilles pour l'automne, c'est vrai ?» Antoine hocha la tête, examinant leur réparation d'un œil approbateur. « La terre est bonne ici pour les citrouilles. Ma femme en faisait pousser qui étaient grosses comme des roues de charrette. »« Vraiment ?» Les yeux d'Édouard s'agrandirent. « Pourriez-vous nous montrer où elle les plantait ? C'est peut-être un coin spécial ?» Antoine n'hésita qu'un bref instant. « Je vais vous montrer, dit-il. Et j'ai gardé certains de ces vieux outils de jardinage dans la remise. Votre mère pourrait les trouver utiles. » Plus tard cet après-midi-là, Antoine se retrouva à genoux dans la terre derrière la maison principale, défrichant l'ancien jardin abandonné de Cécile avec Marie et les plus jeunes. Tandis qu'ils arrachaient la végétation morte et retournaient le sol, Antoine partagea des anecdotes sur les triomphes et les échecs horticoles de sa défunte épouse, des souvenirs qu'il n'avait pas évoqués à voix haute depuis une décennie. « Elle devait être une jardinière formidable, » dit Marie en époussetant la terre de ses mains. « Je crains d'avoir moins de talent qu'elle. »« Elle a appris par l'erreur, » répondit Antoine. Elle disait que c'était la seule vraie façon de connaître la terre. Il marqua une pause, puis ajouta « Elle vous aurait apprécié, je pense. » Les yeux de Marie croisèrent les siens, laissant passer un message silencieux entre eux. J'aurais aimé la connaître. Ce soir-là, Antoine s'assit sous son porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et rose vif. Le travail de la journée avait remué des souvenirs, mais pour la première fois, il n'apportait pas la morsure aiguë du manque. Au lieu de cela, il se sentait reconnaissant pour les années passées avec Cécile, pour tout ce qu'elle lui avait appris sur la vie et l'amour. Sa contemplation fut interrompue par le bruit de pas approchant. Jacques se tenait au bas des marches, son chapeau à la main, une gravité inhabituelle dans son maintien. « Bonsoir, monsieur Valmont. Puis, je vous dire un mot ? » « Bien entendu. » Antoine désigna la chaise vide à côté de lui. « Quelque chose te tracasse ?» Jacques s'assit, faisant tourner son chapeau entre ses mains calleuses. « Pas me tracasser, non. Je voulais discuter de l'avenir. Guillaume et moi, on a parlé. » Antoine patienta, laissant au jeune homme le temps de trouver ses mots. « Quand vous nous avez accueillis, c'était un arrangement né de la nécessité, poursuivit Jacques. Mais ces mois passés ici ont été bien plus qu'un simple toit et du travail pour moi aussi, admit Antoine. Jacques leva les yeux, surpris par cet aveu. Guillaume et moi, nous voulons rester ici de façon permanente. Pas par charité, mais comme de véritables ouvriers agricoles. Nous voulons tout apprendre de la gestion d'un élevage. Peut-être qu'un jour... Il laissa sa phrase en suspens, puis carra les épaules.
Un jour, nous espérons avoir notre propre terre, mais d'ici là, nous voulons être utiles ici, vraiment utiles. Antoine étudia le jeune homme assis devant lui. Ce n'était plus un garçon, mais quelqu'un à l'aube de l'âge d'homme, au regard clair et à la mâchoire déterminée. « Je serais fier que toi et Guillaume restiez, dit-il simplement. Plus que fier. » Le soulagement inonda le visage de Jacques. « Merci, monsieur. Il y a une dernière chose. » Il hésita. « C'est à propos de maman. » Antoine sentit sa poitrine se serrer soudainement. « Qu'a-t-elle ? » « Elle économise pour déménager au bourg, trouver un emploi stable. Elle pense qu'elle abuse de votre charité. » Jacques soutint le regard d'Antoine directement. Pourtant, cet endroit lui fait du bien. Je ne l'ai pas vu sourire autant depuis la mort de papa. Antoine se leva brusquement et s'approcha de la rambarde du porche. « Ta mère est la bienvenue ici aussi longtemps qu'elle le souhaite. La maison du régisseur est à elle. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit Jacques avec précaution, je ne crois pas qu'elle ait besoin d'entendre ça de ma bouche. Elle a besoin de l'entendre de la vôtre. » Antoine se retourna, comprenant trop bien où le jeune homme voulait en venir. « Tu suggères que je... »« Je ne suggère rien de précis, monsieur, répondit Jacques en se levant. Seulement que ma mère mérite le bonheur, et je ne l'ai pas vue aussi sereine depuis des années. » Il remit son chapeau sur sa tête. « Et vous non plus, je parie. » Après le départ de Jacques, Antoine resta longtemps sur la galerie, bien après la tombée de la nuit, songeant aux secondes chances et au courage qu'il faut pour oser les saisir. Le lendemain matin se leva clair et lumineux, une journée de printemps idéale. Antoine se leva tôt et marcha jusqu'à la petite colline derrière la maison principale, là où reposait Cécile. Il n'était pas venu aussi souvent cet hiver, une omission qui, autrefois, l'aurait rempli de culpabilité. « Je crois que tu comprendrais, dit-il doucement à la simple croix de bois. Tu disais toujours que la vie appartient aux vivants. » Il traça du doigt les lettres gravées de son nom. « Je t'aimerai toujours, Cécile, toujours. Mais je pense que mon cœur a assez de place pour aimer encore. » Envahi par un sentiment de paix auquel il ne s'attendait pas, Antoine redescendit vers le domaine. Il trouva Marie en train d'étendre le linge derrière la cabane, fredonnant doucement pour elle-même. « Bonjour, lança-t-il en approchant. Marie se tourna, protégeant ses yeux du soleil matinal avec sa main. « Bonjour, Antoine. Vous êtes debout de bonne heure ? » « Je voulais vous voir avant que la journée ne soit trop chargée, répondit-il, soudain incertain de la marche à suivre. « J'espérais que nous pourrions parler. » L'expression de Marie se voila d'inquiétude. « Quelque chose ne va pas ? » ?»« Non, rien ne va mal. » Antoine prit une profonde inspiration. « C'est tout le contraire, en fait. » Marie attendit, ses mains s'immobilisant sur le drap humide qu'elle s'apprêtait à étendre. « Jacques m'a dit que vous pensiez déménager en ville, » finit par dire Antoine. Marie détourna le regard. « Nous avons abusé de votre générosité assez longtemps. Les garçons sont plus forts maintenant, mieux nourris. Jacques et Guillaume ont acquis des compétences qui leur serviront bien. Et est-ce ce que vous voulez, partir ?» La franchise de la question sembla la surprendre. « Ce que je veux, » commença-t-elle avant de bafouiller, « ce que je veux n'entre plus en ligne de compte dans les décisions depuis longtemps, Antoine. J'ai dû me concentrer sur ce qui était nécessaire. » Antoine fit un pas de plus. « Et si la nécessité n'était plus la seule considération ? Que voudriez-vous alors ?» Les yeux de Marie scrutèrent son visage. « Je voudrais que mes garçons grandissent dans un endroit stable. Un endroit où ils pourraient prendre racine et devenir les hommes que je sais qu'ils peuvent être. »« Ici ?» dit Antoine simplement. « Ils pourraient faire cela ici ?»« Comme vos ouvriers ?» demanda doucement Marie. Antoine secoua la tête. « Comme ma famille. » Le mot resta suspendu entre eux, ses implications claires dans la lumière du matin. « Antoine, » murmura Marie, « êtes-vous en train de dire ce que je pense ?»« Je ne suis pas doué avec les mots, » admit-il. « Je ne l'ai jamais été. Mais c'est moi avec vous et les garçons. Ce domaine ne ressemblait plus à un foyer depuis 10 ans.
Maintenant, c'est le cas. Les yeux de Marie brillèrent de larmes retenues. Les garçons se sont attachés à vous, eux aussi. Et leur mère, demanda Antoine, la voix rauque d'émotion, s'est-elle attachée au vieil éleveur qui les a recueillis? Le sourire de Marie perça comme un rayon de soleil. Le vieil éleveur n'est pas aussi bourru qu'il prétend l'être. Elle s'approcha, assez près pour qu'Antoine puisse distinguer les éclats dorés dans ses yeux noisettes. Eh oui, Antoine, je me suis beaucoup attaché à lui. Vraiment beaucoup. Antoine tendit la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Comme elle ne bougeait pas, il prit délicatement sa main dans la sienne. « Je ne demande pas une réponse aujourd'hui. Je vous demande juste d'envisager de rester. Pas comme ma gouvernante, ni par charité, mais comme votre épouse, acheva Marie pour lui, la voix assurée malgré l'émotion qui submergeait son regard. Si vous voulez bien de moi, hocha Antoine. Vous et les garçons, une vraie famille sur cette terre. Au loin, il pouvait entendre les bruits du ranch qui s'éveillaient, les voix des garçons qui s'interpellaient, le meuglement du bétail dans les champs, le rythme régulier de la hache fendant le bois, les bruits d'un foyer. Marie serra sa main. « Je pense, dit-elle avec précaution, que nous devrions l'annoncer aux garçons ensemble, après le souper ce soir. » Antoine sentit un sourire s'étirer sur son visage, le premier vrai sourire depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. « Ensemble, approuva-t-il. Cela me semble juste. » Alors qu'il restait là, mains jointes sous le soleil printanier, Antoine songea à l'étrange chemin qui les avait menés tous deux à cet instant. Un éleveur solitaire et une mère désespérée, chacun brisé par la perte, retrouvant une plénitude de la manière la plus inattendue qui soit. Depuis la galerie de la maison principale, le jeune Joseph les aperçut et traversa la cour en courant, ses frères le suivant à un pas plus digne. Alors que la famille se rassemblait autour d'eux, curieuse de cette scène inhabituelle, Antoine et Marie échangèrent un regard plein de promesses. Le domaine Valmont, autrefois lieu d'une existence solitaire, était devenu tout autre chose, une maison, de nouveau vivante, remplie de voix, de rires et des miracles quotidiens d'une vie de famille.